Bonsoir à toutes et à tous. En dépit des arrestations, le ton du ministre de l'Intérieur était grave ce matin. Manuel Valls affirme que le groupe interpellé ce week-end était dangereux et déterminé à agir. Il ajoute que plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus sont capables de s'organiser comme la cellule démantelée. Il précise enfin que ce n'est pas seulement la communauté juive qui était ciblée, mais bien la France. Ce soir, la police continue de rechercher d'autres suspects et ces présumés djihadistes d'une vingtaine d'années ont un visage que vous avez découvert dans le journal de France 2. Voici donc nos invités pour cette émission. François Rebsamen, sénateur maire de Dijon, président du groupe socialiste au Sénat et spécialiste des questions de sécurité au PS. Alain Marceau, député UMP des Français de l'étranger et ancien juge antiterroriste. Fadela Amara, fondatrice de l'association Ni pute ni soumise et ancienne secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. Isabelle Rome, magistrate à la Cour d'appel de Versailles, longtemps juge d'application des peines à Lyon où elle a croisé Khaled Kelkal. Votre livre, Vous êtes naïve, Madame le juge, vient de paraître aux éditions du Moment. Alain Boer, criminologue, professeur au CNAM, le Centre national des arts et métiers, mais aussi à New York et à Pékin. Et enfin Aziz Tahiri, conseiller technique pour la prévention de la délinquance et ancien éducateur. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur Internet, en streaming, sur notre site .francetv.fr et la commenter sur les réseaux sociaux. Certaines de vos réactions seront donc diffusées à l'antenne. François Rebsamen, c'est la première question de cette émission. Le ministre de l'Intérieur a parlé ce matin de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus. Faut-il comprendre que nous avons peut-être des centaines de Jérémy Louis Sidney, Khaled Kelkal ou Mohamed Merah dans nos rues? Si on en croit la déclaration du ministre de l'Intérieur, c'est effectivement plusieurs dizaines, voire des centaines de jeunes qui sont potentiellement capables de basculer dans cet islamisme radical et de s'organiser pour nuire soit une communauté comme la communauté juive, soit pour faire des attentats. Donc il y a, et je crois que c'était le caractère fort de la déclaration de Manuel Valls, il y a une menace terroriste extérieure qui existe depuis longtemps, que l'on connaît, et puis il y a maintenant dans nos quartiers, alors je ne veux pas inquiéter la France entière, il n'y a pas des terroristes potentiels partout dans tous les quartiers, mais il y a une menace réelle qui peut venir de l'intérieur aujourd'hui de notre pays. Alain Marceau, vous partagez les inquiétudes du ministre de l'Intérieur, notamment sur le nombre et la dangerosité? Sincèrement, je n'en ai pas la moindre idée. Et je ne suis pas certain que le ministre lui-même en ait la moindre idée, car les services de renseignement ne le savent pas. Est-ce qu'il y en a 10, est-ce qu'il y en a 100, est-ce qu'il y en a 1000 ou 10 000? Personne ne le sait. En tout état de cause, en ce qui me concerne, je ne partage pas le sentiment général. Je ne pense pas que nous soyons là en présence d'un phénomène islamiste, islamisme radical, djihadiste, etc. Je pense que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, je pense que nous sommes en train de revivre aujourd'hui, en 2012 et en 2013 sans doute, ce que nous avons connu dans les années 1980, à savoir que une certaine partie de la population qui fait un rejet total de notre système de société pour plein de raisons, se livre à des actes de terrorisme. Alors il fut une époque, souvenez-vous, dans les années 80, c'était le style action directe, ultra-gauche, les communistes combattants, on devenait communistes combattants et on allait faire des attentats, antisémites déjà d'ailleurs à l'époque. Et puis aujourd'hui, c'est plus tendance d'aller faire extrême gauche, etc. Donc la tendance aujourd'hui, c'est l'islamisme. Et donc on se convertit plus ou moins, on emprunte des usages et on va commettre des actions violentes, toujours d'ailleurs antisémites. Vous ne pouvez pas traiter cela, je dirais, en disant simplement c'est un mouvement de mode. C'est un mouvement violent d'un rejet de notre société qui aujourd'hui se transforme, se couvre du manteau islamiste et qui n'est pas islamiste. Mais je suis sans doute très minoritaire ce soir pour vous dire ça. Mais excusez-moi, j'ai aussi un tout petit peu observé ce qui s'est passé pendant 30 ans dans le terrorisme. J'ai dirigé le service central de lutte antiterroriste et j'ai vu comment ces gens se sont transformés. Aujourd'hui, on est islamiste violent. On est islamiste violent parce qu'on ne peut plus être d'ultra-gauche violente. Fadela Amara, les présumés djihadistes arrêtés ce week-end sont tous nés en France. Oui. C'est un produit franco-français, totalement. On avait déjà à l'époque dénoncé cette vague, je dirais, de Français de souche, entre guillemets,
qui se convertissaient à l'islamisme, ne pas mélanger avec l'islam en tant que religion et en tant que foi, et qui s'inscrivaient dans une démarche du converti, avec le zèle du converti, avec une radicalité dans le comportement, dans le discours, voire même dans des passages à l'acte. Donc moi je regarde ça de très près, puisque on l'a vu déjà, ça fait plus de 10 ans que ça existe, hein, c'est pas nouveau, hein, donc je regarde ça avec beaucoup d'attention, parce que je me dis que comme c'est un produit franco-français, oui, on n'est pas non plus uniquement, et je voudrais quand même le souligner, sur des actes uniquement d'antisémitisme. Je vous rappelle quand même que la question aussi des femmes est posée à l'intérieur des comportements justement de certains de ces jeunes. Alors je ne sais pas moi s'ils sont une dizaine ou une centaine, en tout cas ils sont minoritaires quand même, il faut quand même aussi le préciser. Mais dans les dégâts qu'ils font, les femmes sont touchées aussi. Aziz Saïri, né en France, vous aussi, ça vous fait réagir? Oui, moi je connais de près tout cela. J'ai été dans la rue, en internat, en foyer fermé, visiteur de maison d'arrêt, en maison d'arrêt. Moi, la situation, je la vis comme catastrophique. Franchement, je suis abasourdi par ce qui se passe. Je découvre rien. Pour rappeler à monsieur le magistrat, les Anglais ont vécu la même situation que nous avons vécu en France, c'est-à-dire qu'il y a aussi des Anglais, devenus Anglais, qui ont mené des attentats terroristes en Angleterre. Pour moi, c'est un processus lent de pourrissement. C'est-à-dire qu'on en arrive aujourd'hui au paroxysme d'une situation où on sait depuis 20 ans, notamment où tout le monde se réfère à Kelkal, dont on en avait parlé déjà dans d'autres émissions. Kelkal, c'est le signal emblématique d'un processus de dégradation généralisée. Et il faut dire les choses aux Français, la situation a de quoi être inquiet. Moi, je suis inquiet. Parce que d'abord, on entend les amalgames qui sont faits. Fadela a eu raison de dire ne faut pas tout mélanger. Il faut procéder par spécificité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont non pas des islamistes, mais qui sont des islamistes terroristes. Quand on veut assassiner les gens, on devient un terroriste. Quand on veut s'en prendre à la République, on est un terroriste, même si on est né en France. Donc pour ça, on a des instruments pour régler ces questions et s'y attaquer. Et donc il s'agit de le faire, non pas de le dire, de le faire. Et ça fait 20 ans que ça dure. Et aujourd'hui, on arrive. Parce que les jeunes qu'on a aujourd'hui, ils ont vu leurs aînés. Leurs aînés, monsieur le juge, je les ai vus, ils sont allés s'entraîner en Bosnie. Ils sont allés au Pakistan, ils sont en Afghanistan, ils sont allés en Irak. Ils le savent tout ça, les jeunes. Vous croyez que c'est une découverte que moi je fais? On en avait parlé dans d'autres cadres d'émissions. C'est quelque chose que moi je ne découvre pas. C'est un lent pourrissement et on va arriver. Aujourd'hui, on a une situation paroxysmique. Si on n'arrête pas ce processus, moi je vous le dis très franchement, hein, ça va très très mal aller. Et je pense que les Français ne vont pas le supporter longtemps. Alors, sur les moyens éventuels d'arrêter le processus que vous venez de décrire, on va bien entendu revenir dans cette émission. Isabelle Rome, quand la République m'exclut, Allah me tend les bras. J'ai lu ça aujourd'hui dans votre livre, et ce sont des propos que vous rapportez, un véritable témoignage. Qu'est-ce qu'il faut entendre ? Alors, je me situe en tant que juge. Hein. Oui. Et ce sont des propos qui vous ont été adressés en tant que tels. Qui côtoient, je veux dire, les prisons et les prisonniers depuis 25 ans. Donc, voilà, moi, ce que je vois, hein, et je me situe vraiment en tant que juge côtoyant les détenus, et c'est pour ça que c'est important de rappeler ça, c'est que dans les prisons, hein, on fait souvent de mauvaises rencontres. Alors, c'est le cas en matière de la criminalité, j'allais dire de droit commun. Oui. Hein, on sait que ça peut quand même conduire à entrer dans un engrenage. Et c'est le cas aussi en matière de fanatisme religieux. C'est-à-dire que c'est un moment, hein, ce temps de détention, où il peut se passer beaucoup de choses dans la tête des jeunes, des bonnes et des moins bonnes. Dans les choses qui ne sont pas forcément négatives, c'est un temps de retour sur soi. Et ça peut être positif. Mais ce retour sur soi, parfois, il peut être accompagné, et ça, je l'ai rencontré chez de nombreux détenus, de quelque confession qu'ils soient, une quête de spiritualité. Il me semble important aussi que notre République laïque, à la prison, puisse les aider un peu dans cette quête. Ça veut dire, par exemple, leur permettre l'accès au texte originel. S'ils n'ont pas cet accès, ils se débrouillent et ils ont des manifestes simplificateurs, incitateurs à la haine, etc.
Et puis il rencontre des autres personnages, alors là, bien inscrits dans un radicalisme religieux. C'est pour ça qu'en face du juge, on peut dire ou on ose dire quand la République m'exclut, à l'âme dans les bras. Quelque part, ça veut dire que je suis attirée, enfin, Dixit, voilà, attirée par ces sirènes du fanatisme religieux. Voilà. Alors, c'est pour ça quand même que notre République doit être interpellée. Alors, on va évidemment consacrer aussi un temps important de cette émission à parler de ce qui se passe en prison, notamment en matière religieuse, parce que vous venez en quelque sorte d'ouvrir la voie à ces dossiers. Je termine mon tour de table. Alain Boer, sur la situation que nous commentons depuis quelques jours après ces arrestations. Une grenade à plâtre dans une épicerie à Sarcelles, elle ne fait qu'un blessé léger, et on parle d'emblée de réseaux et de cellules terroristes. Est-ce que nous surréagissons maintenant à chaque fois qu'il se passe quelque chose? D'abord, c'est le principe de la communication moderne que de surréagir aux faits divers, parce que sans le fait divers, nous n'aurions pas grand-chose à nous mettre sous la dent. Le deuxième élément, c'est que quand un individu est un individu seul, on peut effectivement relativiser son activité. Quand il commence à avoir des connexions, des réseaux, des implantations, des testaments, de la documentation, de l'armement. Il avait un 357 Magnum qui n'était pas avec des balles à blanc quand il a tiré sur les policiers. On est dans autre chose. Notre vraie difficulté, c'est que nous parlons tous de sujets parfaitement différents et totalement incohérents les uns avec les autres, même si à la fin, probablement, nous allons découvrir qu'en regardant chaque petit morceau, on va se rapprocher de la vérité. Parce que ce que nous découvrons, c'est l'hybride. Un sujet que nous n'avons pas l'habitude de considérer. Le juge Marceau, comme le juge Bruguière ou le juge Ricard, avaient l'habitude de trouver des terroristes qui étaient 100% terroristes. Ils étaient 100% action directe, ils étaient 100% djihadites, ils étaient 100% extrémistes, et ils faisaient de la criminalité uniquement pour des raisons qui étaient liées à leur engagement militant. Tout va bien. Il y avait aussi des criminels qui étaient 100% criminels, et qui ne s'occupaient pas de masquer leur criminalité par autre chose. Ils étaient juste criminels, ils étaient dans un parcours criminel. Maintenant, nous avons des hybrides. Kelkal n'est pas exactement le premier. Le premier, c'est le gang de Roubaix. Ensuite, il y a Kelkal. Et on a dit c'est atypique, c'est une exception. Et c'est là où le juge Marceau a raison. Les services de renseignement ne l'ont pas vu parce que la collecte du renseignement se fait très bien dans ce pays. L'analyse du renseignement, beaucoup moins quand le terroriste quitte sa petite case dans laquelle il devrait exister. Mera, par exemple, il n'avait pas la barbe, il n'avait pas une djellaba, il buvait, il fumait, il avait une activité pratique nocturne assez développée. Il ne pouvait donc pas être un terroriste. C'était un criminel qui avait mal tourné, mais qui éventuellement... Voilà. Nous ne sommes pas habitués encore aux hybrides, et le pire, c'est que nous ne sommes pas habitués aux hybrides, pas parce que nous ne le voyons pas. Nous en avions parlé il y a quelques années sur un autre plateau, avec un des présents ici, mais également parce qu'en 2006... La police de New York a établi un rapport qui s'appelait la radicalisation en Occident, qui disait, ben voilà, sur la base des derniers attentats commis à Madrid, à Londres et ailleurs, et des tentatives, le terroriste importé existe de moins en moins et c'est un terroriste implanté, vivant, né, cultivé sur place. L'obligation du voyage à l'étranger n'est plus indispensable. Internet est un accélérateur de la radicalisation. Et ce que nous avons face à nous, c'est des gangs terroristes. C'est ce que vous appelez le terrorisme enraciné. Oui. Alors, si je suis ce que vous venez de nous dire, et il se trouve que c'est ma prochaine tête de chapitre, en quelque sorte, on se dit qu'on ne peut pas répondre. C'est pas concerté. Non, mais on se dit qu'il est difficile de répondre à cette question, c'est-à-dire qui sont ces djihadistes français ou ces apprentis terroristes, mais on le sait. Ou ces gardés. Comme quand on a découvert qui étaient les autres terroristes. Au début, les terroristes... les enquêteurs, ils nous parlent de profil à la Mohamed Merah. Ça veut dire quoi? C'est comme au début, le terrorisme, nous étions tous persuadés, avant de regarder à fond grâce aux magistrats, je dois le dire, que les terroristes étaient tous des représentants des minorités opprimées, des pauvres airs incultes qui se révoltaient tout d'un coup. C'est pas vrai. C'était de la classe moyenne, des jeunes gens bien éduqués qui avaient, entre guillemets, comme réussi leur intégration, sauf que justement, ils s'estimaient maltraités, discriminés, etc., qu'ils étaient à la recherche d'une identité parce qu'ils étaient entre deux rives de la Méditerranée, et qu'à un moment, ils se sont transformés. On a découvert que 90% des terroristes, à part d'un des attentats au Maroc, mais tous les autres, appartenaient à cette classe moyenne qui n'avait rien à voir. Mark Sejman est l'homme qui a mis en ligne le profil de chacun des terroristes identifiés sur 20 ans. Il nous a dit ça n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. Les terroristes à la Kelkal et les terroristes à la Merah sont d'abord des petits criminels.
Et c'est ça qui est l'élément majeur. Ils ne sont pas d'abord Comme des les derniers, militants de la comme foi Jérémy aussi. qu'il s'agisse de convertis ou de pas convertis. Et donc on a des profils et peu à peu on va les voir apparaître dans l'entourage de Mohamed Merah, dans l'entourage historique de Khaled Kelkal, que Madame le juge a bien connu, ou dans l'entourage du groupe aujourd'hui interpellé, et on va voir arriver des profils qui vont ressembler effectivement à Mohamed Merah, criminels d'abord, enfin gangsters, délinquants, vous l'appelez comme vous voulez, basculant vers quelque chose d'autre, avec la casse-prison qui est un élément important. Adela Amara, Un booster. Un booster. vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Oui, bien sûr, oui. De toute façon, quand on regarde effectivement les dénominateurs communs de l'ensemble de ces... Enfin, moi, je les appellerais petites frappes pour aller très vite. En réalité, ils sont tous passés quasiment dans la délinquance, la casse-prison, où effectivement, il y a un gros problème à l'intérieur. On ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, au-delà de devenir une école de la grande délinquance, c'est aussi une école du fanatisme religieux. Donc, on voit bien que le dénominateur commun, partagé par l'ensemble de ces jeunes, c'est effectivement de passer par la case délinquance. Moi, ce qui me frappe aussi, et c'est en cela où il faut faire très très attention, parce que j'écoute un petit peu les débats autour de ce sujet-là. Je ne voudrais pas qu'on justifie les formes de violence. Je ne dis pas que c'est ici qu'on le dise ou qu'on le dira, mais il faut pas justifier la pauvreté, l'oppression ou le fait d'être victime d'oppression sociale, économique, etc. En justifiant l'utilisation de la violence. Je crois qu'il faut faire très très attention. Alors, je ne veux pas non plus alerter ou faire peur à l'opinion française. Je rappelle que ce sont des minorités, que c'est un produit franco-français, que c'est chez nous que ça se passe, que les profils, il y a des dénominateurs communs, mais qu'on a tous les moyens, mais vraiment tous les moyens et les outils, pour peu qu'on s'en donne une vraie volonté politique, pour le coup, d'éradiquer ça en réalité. Et moi, je crois que, moi, je suis très très optimiste. J'ai eu la chance, moi, d'appartenir à un gouvernement sur des questions très très précises. Je sais que c'est possible que l'action politique, elle peut arriver à renverser la vapeur et à changer les choses et à changer le cours justement de ces destins qui sont aussi malheureusement derrière, il y a des familles, des mamans, des papas. Ce sont nos enfants aujourd'hui. Aziz Saïri, vous vouliez réagir? Oui, moi je voudrais simplement préciser, Madame le juge, l'histoire des maisons d'arrêt. On a des prises de conscience nécessaires, parce que je pense que moi j'ai fait tout ce trajet, c'est pas pour venir raconter des histoires, c'est pour dire les choses telles qu'elles sont et telles que je les connais concrètement et pratiquement. L'administration pénitentiaire dans certaines maisons d'arrêt, notamment en Rhône-Alpes, et pour précisément vous connaissez à Lyon, avant qu'elles ferment, les anciennes, l'administration avait décidé, pour des raisons liées au fait qu'ils considéraient que gérer l'islam et les musulmans, c'était ingérable, justement. Donc, ils ont sous-traité. Donc, vous avez, pendant la période du Ramadan, les prisonniers qui étaient en maison d'arrêt musulmans, qui s'autogéraient. C'est-à-dire qu'on leur donne les instruments pour s'autogérer. Donc, moi, j'ai dit, la République française... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils s'occupaient entre eux de leurs affaires. Ça veut dire que la loi de la République n'était pas appliquée dans l'ensemble de la prison? Ça veut dire qu'on leur disait, écoutez, nous, c'est des questions qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Débrouillez-vous entre vous, c'est-à-dire qu'il y avait les leaders d'opinion, les leaders des groupes qui étaient là, voilà, qui autoproclamés, parce qu'en fait ils n'ont aucune connaissance véritable de l'islam. Ils ont lu une fois, ils pensent qu'ils sont imams. Donc les gens qui se mettent derrière un imam pour faire la prière, je peux vous garantir que les gens réfléchissent avant de le faire. Et l'imam lui-même, qui se prétend dire la prière à des musulmans aux siens, c'est pas quelqu'un qui est là pour raconter des salades. Donc ceux qui font le choix de raconter des salades, ils le font délibérément. Le problème, c'est que l'administration a fait à un moment donné le choix, je ne dis pas que c'est partout, mais délibéré de ne pas s'en occuper parce que, entre guillemets, et moi j'ai eu des gens qui me l'ont dit, c'est ingérable. Donc ils disent, comme c'est ingérable, on les laisse... Je vous promets que sans fausse naïveté, je ne comprends pas. Oui, mais... c'est ingérable, ça veut dire quoi? Je suis désolé, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Écoutez, on parle de choses... de groupes qui veulent... On peut dire il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez d'imams, ou j'ai pas trouvé un représentant dans la communauté à qui je peux confier... Ce sont des questions trop compliquées. Donc, pour ne pas être... Parce que le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est dès que vous dites quelque chose à quelqu'un, soit vous passez pour un facho, soit vous passez pour un raciste. Le problème, c'est qu'on ne peut plus dire la vérité. Le principe de réalité, la pédagogie de la vérité, ça devient un tabou, c'est banni du discours. Moi, je préfère nommer les choses telles qu'elles sont, dire il y a un problème, on se met ensemble d'accord, on fait union nationale et on essaye de s'y attaquer pour le régler. Le problème qu'on a, c'est quand on voit qu'on a des jeunes adultes de 22 ans, qui ont l'idée de tuer et d'assassiner d'autres gens qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont pas de raison objective de s'en prendre à eux, notamment quand on est musulman à la communauté juive, ça c'est insensé. Je vais vous donner un exemple concret et pratique pour dire mon degré d'inquiétude.
La majorité des familles de Vénissieux, juives de Vénissieux, françaises, sont parties. Donc on a un problème, on a un souci. Ça veut dire qu'on a un problème en France aujourd'hui. Ça veut dire que de l'autre côté, on laisse se bâtir, de mon point de vue, à cause des politiques, notamment des décideurs de haut niveau, qui depuis longtemps, parce que cette question elle est trop sensible à gérer, elle est trop sensible pour s'en occuper, parce que politiquement et électoralement, c'est pas payant et ça pose des problèmes. Alors, vous avez des gens qui ont décidé de s'en prendre au pays qui les a fait naître et qui s'est occupé d'eux. Parce que moi, ce que je leur dis aux jeunes, c'est clair. Vous vivez, vous mangez, vous buvez l'eau d'ici, vous mangez le pain d'ici, vous êtes des Français. Qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir envie de prendre un pétard pour aller assassiner des gens que vous ne connaissez pas? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait à vous directement, les Juifs de France, pour pouvoir les assassiner? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Parce que là-bas, il y a des problèmes, mais c'est ici que ça vous regarde. Et qu'est-ce qu'on vous répond, Aziz Sayegh? Moi, on me dit, ce sont nos ennemis. Moi, je leur dis, c'est pas mes ennemis. Ce ne sont pas mes ennemis, ce sont des Français comme moi. Alors, vous nous avez emmenés en prison. Je souhaite qu'on y reste un peu. D'autant plus je souhaite que vous réagissiez tous autour de cette question. La prison apparaît clairement comme un des terreaux de ce nouveau terrorisme, même quand il a des aspects artisanaux. Comment ça se passe exactement, et notamment avec les imams? Et vous, qu'est-ce que vous avez vu en prison, en particulier Isabelle Rome? Moi, j'aimerais revenir sur ce passage prison pour deux raisons. Enfin, et la première, c'est quand même que on peut aussi de temps en temps éviter ce premier passage en prison. Alors, ça peut peut-être paraître basique de le rappeler, mais je pense qu'on peut rappeler. Je viens de vous demander ce qui se passait en prison. Excusez-moi, oui, si après on a des ouvertures optimistes, j'en serais ravi, mais pour l'instant, faisons le diagnostic parce que sinon, je pense qu'on peut quand même rappeler ça, qu'on n'est pas forcément obligé de provoquer toujours un premier passage en prison, que quand on peut l'éviter, je pense que c'est bien de le faire. Alors, quand on est en prison, parce que l'ex-juge de l'application des peines me le disent, mais parce qu'elle est incontournable et parce que les faits sont graves et parce qu'il y a récidive, moi je pense qu'effectivement que notre République a le devoir aujourd'hui de prendre cette question à bras-le-corps. Voilà. Et à mon avis, une des façons de prendre ce problème, c'est, bon, j'ai parlé tout à l'heure par exemple de l'accès au texte, mais c'est aussi permettre, je pense, à chacun des détenus de pouvoir éventuellement exercer de manière digne le culte qu'il souhaite pratiquer, et quelle que soit sa confession. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut, eh bien, permettre l'accès à des aumôniers, voilà. Mais tout ça, évidemment, sans laxisme et sans déléguer cette compétence à d'autres. Voilà, je pense. Mais en revanche, ce n'est pas facile. Donc là, vous venez de nous dire, pardonnez-moi, je dis les choses concrètement. On ne les laisse pas se débrouiller entre eux. On ne les laisse pas se débrouiller entre eux, quelle que soit leur confession. Mais on amène les imams formés à cela, ou les représentants d'autres religions, dans nos prisons. Je vous ai bien compris? Je pense que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce temps de prison, c'est un temps aussi où les détenus ont parfois ce besoin de spiritualité, ont besoin de revenir sur ce qu'ils sont. Et je ne vois pas pourquoi on ne leur permettrait pas ce retour. François Rebsamen, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un problème, et un problème qui doit être traité politiquement, sur la présence notamment des imams et de la prise en charge aujourd'hui de ces questions religieuses en prison? Bien sûr, il ne faut pas le nier, mais je partage le constat qui a été fait, mais je voudrais dire, pour corriger peut-être un peu... École du crime, on est habitué, mais enfin, école de fanatisme religieux, je suis désolé, ça va pas de soi. Alors peut-être qu'on est naïf, hein, peut-être que ça marche ensemble, j'en sais rien. Mais maintenant, en tous les cas, l'école du fanatisme religieux amène souvent au crime. C'est ce dont on s'aperçoit. Et donc, effectivement, le problème de ceux qui s'autoproclament imams et qui, aujourd'hui, qui n'y connaissent rien, qui ont un faible niveau intellectuel, bien souvent, qui ont eu l'avantage de lire les premiers et qui vont ensuite dans la radicalisation porter le prosélytisme, un message qui n'est pas le message de l'islam, il faudrait quand même le dire très fort ici, ce n'est pas le message de l'islam. La République française, elle n'a rien à craindre de l'islam de France. Là, on parle des islamistes radicaux, djihadistes, ils ne savent souvent d'ailleurs pas ce que ça veut dire, ils s'imaginent un monde qui est le leur, et il faut bien sûr, mais nous pensons qu'il n'y a pas une seule réponse. La prison, le fait de répondre au fait de ne pas laisser ces pseudo-imams venir faire du prosélytisme en prison, ne pas envoyer forcément en prison des jeunes délinquants en leur donnant dès leur premier acte, s'ils ne le méritent pas,
dis des choses pour pas être accusé. Aujourd'hui, les mots, il faut faire très attention pour pas être traité de laxiste. Donc, je le dis les choses. S'il ne le mérite pas, éviter le plus possible cette cohabitation qui devient par effet de contagion demain et qui devient en réalité dans la prison très dangereuse. Donc il faut faire attention à cela. Mais je voudrais dire quand même, vous me le permettrez, qu'il n'y a pas que la communauté juive qui est visée. Je ne peux pas laisser dire ça. C'est la France. C'est un soldat musulman qui a été tué par Mera aussi. Je voudrais le rappeler ici. Et donc on ne peut pas aujourd'hui faire comme ça, etc. Nous savons qu'il y a des menaces sur la communauté juive et je pense que les ministres de l'Intérieur, celui qui est là, Manuel Valls aujourd'hui, prennent les mesures qu'il faut prendre, bien sûr, mais il n'y a pas que la communauté juive. Et je rappelais ce soldat musulman. Et les mots, il faut faire très attention aux mots que nous employons parce que c'est très difficile. Je crois que Alain Boer a à peu près cerné, on arrive à cerner le profil, mais après tout, il y a plusieurs causes. On n'est pas ici, je suis sûr, tenant d'une seule cause. On sait très bien que pour le passage comme ça, il y a la délinquance, mais pas toujours, presque toujours, mais pas toujours. Donc on a des profils qui sont des fois différents. Des gens qui sont peu cultivés, quoique des fois il y a des gens cultivés. Donc vous voyez, les profils vont se cerner, vont se préciser, et puis après il faut remonter aux causes. Pourquoi je vous disais ça, monsieur, tout à l'heure? Parce que vous avez écrit un papier dans un journal il y a 11 ans, où vous aviez la solution, c'était la répression avant la prévention. On est 11 ans plus tard, et je vois que rien n'est résolu, et donc je souhaiterais qu'il y ait et la prévention et la répression. Alain Marceau, vous vouliez réagir? Pour réagir à ce que vous disiez, madame, je ne suis pas juge de l'application des peines, et c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup les pieds en prison. Mais lorsqu'on parlait du phénomène de conversion, par rapport à ce que vous proposiez, vous, qui consistait finalement à donner des Corans aux musulmans, des Bibles aux protestants et aux catholiques, et pourquoi pas, bref. Je crois quand même que ça me paraît un peu naïf. Parce que finalement, c'est pas invraisemblable d'organiser ça en prison, Alain Marceau. Écoutez, soyons sérieux. Enfin, soyons sérieux quand même. Enfin, vous savez ce que ça il ne peut pas y avoir de culte religieux en prison. Je vois pas en quoi c'est pas sérieux. Je vois pas en quoi c'est naïf. Mais aussi, on va ici faire la messe, en faire le temple, etc. Écoutez bien, le phénomène de conversion, le phénomène de conversion, la messe existe en prison. Depuis des années. Écoutez bien, le phénomène de conversion. Et la population carcérale, elle a changé aussi. Le phénomène de conversion à la Mohamed Kelkal, que vous connaissez bien. Ça fonctionne comment? Un individu non musulman débarque dans un domaine dans lequel on a effectivement une communauté dominante. La communauté dominante aujourd'hui dans toutes les prisons de France, je dis bien dans toutes les prisons de France, qu'elles soient à Lille, à Marseille, à Limoges ou ailleurs, c'est effectivement des gens d'origine maghrébine ou des gens musulmans, pas forcément religieux, qui tiennent le dispositif. Je dis bien qui tiennent le dispositif. Bon, et donc, lorsqu'un non-musulman débarque dans le dispositif, il a le choix entre souffrir, crever ou se soumettre. Et effectivement, c'est comme ça qu'on va vers le phénomène de conversion. Et si je vous le dis, madame, c'est parce qu'effectivement, dans le réseau, dans la cellule qui a été interpellée, c'est exactement comme cela que ça s'est passé au moins pour deux. Ils sont arrivés minoritaires dans un domaine, dans une communauté dominante qui était dominante par l'islam. Et ils se sont convertis ou ont fait semblant de se convertir et sont partis dans cette direction. Et c'est ça le gros problème. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si on voulait faire une véritable réforme des prisons, c'est pas d'aller donner des bibles. Toutes ces histoires religieuses en prison, c'est bidon? Mais bien sûr, je n'ai pas donné des bibles. Ils en ont rien à faire. Attendez, moi ça fait 25 ans que je rencontre des détenus. Et je veux dire, là, il est en train de vous faire le titre de votre livre. Vous êtes naïve, madame le juge. Attendez, catholiques et musulmans, et des catholiques aussi, j'en ai vu, mais des dizaines, avoir besoin de faire ce retour sur soi et d'avoir besoin aussi de cette Est-ce que vous avez vu des musulmans se convertir au catholicisme en prison? Non, mais on leur demande vous êtes dans un système dominant. Je vois pas pourquoi on est on leur dans un système totalement dominant. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule réforme qu'on devrait faire, il faudra le dire à la ministre de la Justice, si elle était ici, c'est faire une séparation entre les différentes communautés en prison. C'est le seul système, il n'y a pas d'autre solution. Déjà qu'ils subissent l'apartheid social. Ah ouais, ça suffit. François, attendez, vous allez lui répondre. Dans les prisons, non. Fadela Amara, réaction de François Rebsamen qui n'était pas d'accord. Vous donnez la parole à Isabelle Rome? Non, mais très bien. Quand même, je disais tout à l'heure, si vous le permettez, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Vous dites un système dominant. Que voulez-vous dire par là? Le rapport de force. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Est-ce que vous vous souvenez de ce film merveilleux qui s'appelle Le Prophète? Oui. Un prophète. C'est complètement décrit, il n'y a rien d'autre à dire. Et je suppose que toute la France a vu ce film merveilleux, Le Prophète. Vous voyez quel est le système dominant en prison. Voilà. Eh bien, la minorité subit Un prophète de Jacques Audiard.
violence de la majorité. Comment pouvez-vous C'est comme ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais franchement, il ne faut pas aller vers la simplification. C'est un sujet trop sérieux pour être simplifié comme ça. Non, parce que si on vous écoutait, tous ceux qui sortent de prison seraient des quelcals, des terroristes en puissance, des méras, etc. Nous sommes là pour parler de la cellule en question qui vient de commettre des actes terroristes ou qui est en commettre. Oui. Je vous rappelle que c'est de ça dont nous parlons ce soir, et non pas du phénomène général de la prison où il y a tellement de choses à faire depuis 40 siècles à propos. D'accord, mais ce que donc, vous dites, c'est on voit le résultat des différents gouvernements. En plus, vous dites des choses qui sont fausses. Mais quand vous dites il n'y a pas de religion dans les prisons, mais si, il y a la messe dans la prison. Mais bien sûr, monsieur, mais bien sûr, donc vous pouvez pas dire. Il suffit qu'il y ait la messe pour que vous puissiez pas dire qu'il n'y a pas la religion dans la prison. Donc ce que disait Madame, je ne veux pas me faire son interprète, c'est que plutôt que de laisser se développer ces pseudo-imams qui viennent apprendre à leur manière ce qu'eux ont retenu du Coran, qu'ils n'ont peut-être même pas lu en entier. Je sais pas, vous voulez le donner tout à l'heure le Coran, moi c'est pas moi, vous voulez le donner le Coran. Le distribuer en cellule. C'est ce que je dis. Vaut mieux leur donner les livres qu'ils souhaitent, qu'ils soient des livres qui sont les vrais livres. Monsieur le sénateur, envoyons plutôt un instituteur. Alors, on viendra à la morale laïque tout à l'heure. On est en plein dedans. Attendez, ça c'est la prévention. Aziz Saïri, je termine avec Isabelle Rome sur le dossier prison. Allez-y, oui. Monsieur Absalem se permet de m'attaquer en relatant un article que ses conseillers lui ont trouvé me concernant. Mais monsieur, moi, de la prévention de la délinquance, j'en fais depuis 40 ans. Je m'occupe de jeunes qui sont dans la misère, qui sont dans la désespérance et qui sont pratiquement devenus, pour certains, des gens de très haut niveau dans la criminalité. Malheureusement, parce qu'on ne peut pas tout réussir et ça coûte beaucoup d'argent public, tout ça. Ne vous attaquez pas, monsieur. Non, si vous me permettez que j'étais pour la répression. Non, monsieur, parce que je vais vous dire quelque chose. Il faut que vous entendiez en tant qu'élu et maire d'une grande ville. À un moment donné, monsieur, la répression, vous savez à quoi ça sert? C'est pas bête et méchant pour faire mal. C'est pour arrêter un processus de destruction et de mort. C'est-à-dire que si on met pas un mur pour que ça s'arrête, moi je vous le dis, je vous réponds. Et ça, c'est mon métier et je le connais mieux que vous. Je le connais mieux que vous, monsieur. Parce qu'il y a des choses qu'il faut pas me dire. Parce qu'ici à la télé, il n'y a pas que vous qui connaissez. Mais moi, je connais et j'ai l'expérience et je sais de quoi je parle. Je suis pas venu ici pour raconter des sornettes. Je suis candidat à rien pour le moment. Et j'attends pas que les Français me portent au nu en croyant que je vais réparer les conneries qui ont été faites depuis 60 ans. Donc, pour l'instant, on est en prison. Moi, je vous parle français, monsieur. Et c'est la question que je voulais vous poser. Donc, je pense que, comme l'a dit le juge... Est-ce qu'il faut plus d'imams en prison ou des imams différents? Il en faut pour ceux qui en ont vraiment besoin. Ce qu'il leur faut, c'est des maîtres d'école. Il faut apprendre à lire et à écrire. Il faut apprendre à mettre... S'il vous plaît, madame le juge. Il faut apprendre Oh, madame, s'il vous plaît, madame. Désolée, attendez, excusez-moi. Moi, je suis un républicain, madame. Entendre notre précédent président qui opposait le curé. Je trouve insupportable que vous permettiez de me dire ça. Non, mais attendez, vous me connaissez, vous savez qui je suis. En quoi on mais peut madame, vous ne me opposer connaissez pas. Le fait d'avoir un mais accès madame, moi je suis un fils de prolo, de pauvre. De quoi vous me parlez, madame? Avoir accès à l'éducation. Mais madame, l'éducation, s'ils sont en prison, c'est que ça a loupé, madame. L'affaire Quelcal est le sommet de la réussite, madame. C'est votre réussite à vous, Quelcal? Il ne s'agit pas d'opposer, il s'agit de dire la vérité, madame. C'est votre réussite, Quelcal? Je parle d'une possibilité d'accès à des textes religieux. Mais madame, les accès aux textes religieux, il ne s'agit pas d'en faire une priorité. La priorité, c'est qu'ils apprennent à lire et à écrire. Vous avez oublié de citer un article dans lequel j'ai participé dans Le Monde. Vivre avec... Attendez, il faut qu'on vous entende. Aziz Saïri, il faut qu'on vous entende, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors, pardonnez-moi, Isabelle Rome, vous... de monsieur Quelcal, madame. C'est votre succès, monsieur Quelcal? Est-ce que c'est votre succès, monsieur Quelcal? Attendez, c'est formidable. Eh bien voilà, vous avez le type même de l'échec judiciaire, de la prison, de... Je rappelle qu'Aralef Quelcal, c'est entre autres l'attentat du RER. Très bien. On pourra y revenir. Il y a une préparation d'attentat pour faire sauter la ligne TGV. Non, mais on va y revenir. On lui avait donné le courant. Ils viennent de vous dire, on a besoin d'écoles. Isabelle Rome, ils viennent de vous dire, on a besoin d'écoles, on a besoin d'éducation et on a besoin d'écoles en prison. Vous leur répondez, non, il faut aussi qu'il puisse y avoir... J'ai pas dit non, j'ai dit il faut... Non, mais pas uniquement, j'ai bien compris. Voilà. Moi, je vous pose la question, faut-il plus d'imams ou d'autres imams dans les prisons? Est-ce que vous chassez ceux qui s'y trouvent aujourd'hui pour en mettre de nouveaux, si vous voulez, qu'il y ait une vie religieuse? Attendez, de quoi on parle? Alors attendez, parce que c'est vraiment n'importe quoi, là. Ça part dans tous les sens, il y a une ethnicisation des débats avec une stigmatisation extrêmement politique, comme par hasard. Permettez, on vous a écouté, monsieur, s'il vous plaît, apprenez à écouter aussi, d'accord? Donc, moi, ce que je veux, ce qui se passe dans les... Vous permettez, monsieur, qu'on
puisse Sarkozy, aussi madame. parler dans ce Est-ce que débat, c'est vous qui étiez ou ministre est-ce de que Monsieur c'est une Sarkozy parole masculine Alain dans ce cas-là? Marceau, je veux bien que Est-ce que Fabien c'est une Amara parole réponde. masculine? Voilà, merci. Voilà. Pardon, stigmatiser. Apprenez- J'allais dire stigmatiser. Elle a pris la parole, elle la garde. Ça veut dire quoi, stigmatiser? Oui, le parce terme que- à la allez-y. mode. Oui, parce que- Donnez-moi un synonyme de stigmatiser, Vous permettez madame. qu'on puisse parler, monsieur, ou Donnez-moi est-ce que un vous, synonyme de vous empêchez stigmatiser, systématiquement les femmes de parler, monsieur? Oh la femme, Bon, madame, voilà. c'est vous qui étiez ministre de Monsieur Est-ce Sarkozy? Est-ce que c'est vous qui avez été Est-ce que nommé vous Alain Marceau, permettez général qu'on de- puisse de- répondre? je vous Ne vous confirme, rendez pas monsieur le ministre ridicule devant la Nicolas France Sarkozy. entière, monsieur. Laissez parler les femmes, bon sang. Madame, je vous pose Quand la même. question. Alain Marceau. Vous êtes l'ancien ministre de Monsieur Sarkozy. Alors, je vais vous répondre. Ah, Mais bon, permettez tirez. qu'on puisse répondre, monsieur. J'assume totalement et j'ai une grande fierté d'avoir servi mon pays. Il faut Et le c'est vous savoir. qui avez ça. appelé à voter Monsieur Alors, Hollande ce qui- le 17 avril pour le remercier? Pour des raisons Ah, politiques bravo, aussi. bravo. Pour des raisons politiques. Il n'y a pas de Oh, quel remerciement, sens de c'est Alain pas la une Marceau, vous avez là, alimentaire. madame. Je veux bien un petit peu d'ordre sur ce plateau. Oui, c'est pas Vous là. devez pas être contre. Il y a des sujets beaucoup plus Non, importants non, non. que mes stigmatisé. choix. Il y a des sujets beaucoup plus importants dans Eh ben, on vous celui-ci que écoute, mes madame. choix politiques. On va découvrir l'eau fraîche. Ce que je veux dire, moi, ce qui se passe actuellement, il ne faut pas non plus qu'on se raconte des histoires. Alors, moi, je n'ai pas du tout apprécié cette histoire de rapport de force, de culture dominante à l'intérieur des prisons et tout ça. Ça ne veut rien dire. Vous avez affaire à des enfants, notamment des enfants ouvriers, qui sont en situation d'exclusion. Je n'excuse pas l'utilisation de la violence, mais je dis que à partir du moment où en prison vous avez des enfants d'ouvriers, vous avez des petits Mohamed. Ok, mais vous avez des petits Benoît aussi. Et vous avez une situation dans laquelle, en prison malheureusement, il se trouve que tout le monde le comprend et l'apprend aujourd'hui, pour certains d'entre eux, qu'en prison, non seulement c'est l'école de la grande délinquance, mais c'est aussi l'école, malheureusement, du fanatisme religieux. Donc il va bien falloir prendre des mesures pour faire en sorte qu'on cadre tout ça, que ces gamins, quand ils rentrent en prison, pour certains d'entre eux, il n'est pas uniquement... Alors oui, il faut des instituteurs, oui, il faut qu'ils apprennent à lire et écrire, oui, il faut qu'on s'occupe de leur réinsertion quand ils vont sortir de prison. Mais pendant cette période-là, justement, il va falloir quand même qu'on dote des instruments pour permettre de cadrer, justement, notamment quand ils ont une vraie demande spirituelle. Ça, c'est une réalité. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont en déshérence aussi, ils ont besoin aussi de se raccrocher à quelque chose. Il se trouve qu'ils se raccrochent au spirituel. Ne les laissons pas s'accrocher au spirituel, rentrer, et notamment rentrer dans une dynamique religieuse qui les amènera justement à la radicalité, comme on a pu le voir ces derniers temps, malheureusement. Il faut Qu'est-ce que vous assumer avez ses envie de nous dire sur la responsabilités. prison? Alors d'abord, je voudrais vous rassurer, je ne suis pas pour la création de loges maçonniques en prison, qui devrait faciliter... C'est l'ancien grand maître du Grand Orient qui parle. Le D'accord. débat général sur les problématiques. D'abord, il y a Chacun une se chose qu'il faut découvre. savoir, c'est quelle que soit la prison, dans quelques pays du monde que ce soit, la prison est gérée par les prisonniers et pas par les gardiens. Les gardiens, ils sont là pour empêcher les prisonniers de sortir, ce qui se passe à l'intérieur de la prison, et de le faire des prisonniers. Quelle que soit leur culture, leur histoire, leur origine, leur culte, leur relation, c'est quand même comme ça que ça marche. Voilà. Pour ceux qui veulent le voir, Un prophète ou Oz, excellente série télévisée américaine, vous montre la réalité du système carcéral dans sa réalité. Et là, il est vraiment divisé. Vous avez la ME mexicaine d'un côté, les Aryan Brotherhood de l'autre, plutôt nazis d'ailleurs, les autres catégories, et puis les Black Muslims, etc. Tout ce petit monde organisé en France, ça donne quoi communautaire, En France, ça donne quoi et ça ne règle aucun des problèmes qui ont été posés. La question qui est essentielle... Là, nous sommes aux États-Unis, là. Oui, mais pour ça que je c'est vous un ramène en problème. France. Non, mais c'est un problème. L'organisation des prisons et l'organisation des prisonniers, pas des matons. Deuxième problème, c'est en France, le débat qui existe, il est né de la surreprésentation dans les prisons des jeunes gens mâles issus de l'immigration. Voilà. Comme dans tous les pays où il y a une forte immigration, les jeunes gens, les jeunes hommes sont surreprésentés d'abord démographiquement et donc dans les prisons parce que les jeunes hommes sont un peu plus remuants que les vieilles dames. Et donc on les trouve plus arrêtés, plus interpellés et plus en prison. Troisièmement, dans le débat qui existe à l'intérieur du système carcéral, il y a effectivement des éléments dominants, mais les éléments dominants, c'est le crime organisé qui domine. C'est le crime organisé, ce n'est pas la religion. Et donc, en fonction des établissements pénitentiaires, ceux qui sont dominants utilisent ceux qui sont dominés pour des raisons qui sont liées à l'organisation du travail, au cantinage, au travail, etc. Mais ça n'a rien à voir, pardonne-moi, avec la question religieuse et la question de la conversion. Et ça a à voir avec le pouvoir à l'intérieur de la prison. Et le pouvoir, c'est le crime organisé.
Ce qui est arrivé et qui est récent, c'est que le crime organisé corse ou marseillais est aujourd'hui face à une concurrence depuis l'arrivée d'un monsieur qui s'appelait Farid Berama, dit le rôtisseur, et c'était pas uniquement pour ses capacités gastronomiques, mais aussi pour la manière dont il exécutait ses concurrents, et il est arrivé une apparition d'un crime organisé des cités qui est aujourd'hui en concurrence, et c'est le crime organisé qui est le dominant. Quel rapport avec nos apprentis djihadistes et arrive. par ailleurs le rapport à la religion, J'y arrive. notamment en prison? Une partie d'entre eux, effectivement, ont trouvé dans la recherche de quelque chose en prison, d'un cadre, d'un ordre, d'une organisation, d'une dominance. Certains vont dans la carrière purement criminelle, et on les voit dans la carrière criminelle, et seulement dans la carrière criminelle, et d'autres passent par la case communautarisation, qui est un élément de nos prisons, comme c'est un élément de notre société, et choisissent l'islam d'abord, et parfois l'islamisme, et dans l'islamisme, la radicalité. Parce que tout salafiste n'est pas un terroriste, hein, je rappelle ça, pour faciliter aussi la vie sur les noms. Et dans ce cadre-là, la question des imams est une question importante, parce que nous avons tous trouvé parfaitement normal, depuis des siècles, qu'il y ait des aumôniers d'à peu près toutes les catégories dans les prisons, parce que Napoléon l'a voulu et que l'organisation des cultes en France a été gérée dans une situation particulière. La France est le seul pays où le ministre de l'Intérieur est aussi chargé des cultes. Oui. Bon, c'est une laïcité particulière parce que notre laïcité, c'est pas la négation des religions, c'est l'organisation du droit de croire, de ne pas croire ou de changer de religion. L'apostasie fait partie d'un droit particulier garanti en France. Il n'y a pas de religion d'État et donc du coup c'est possible. En contrepartie, nous ne sommes pas arrivés à avoir un islam de France, nous avons un islam en France. Et tous ceux qui se sont affrontés à cette affaire se sont trouvés face à des difficultés immenses, même si la récente inauguration de la Grande Mosquée de Strasbourg est un phénomène qu'il faut souligner, ou si la création de la Grande Mosquée de Paris a été faite par la République, Édouard Herriot, président de la Commission des Finances, subventionné par l'État, et ça 15 ans après la loi de séparation. Vous m'avez pas dit comment on passait de la délinquance au djihadisme? Mais parce qu'on passe de la délinquance à un emballage religieux, parce que c'est un élément d'organisation et de structuration. Ensuite, c'est quand même beaucoup plus facile dans la vie d'être un militant du djihad qu'un petit délinquant. C'est un emballage. Et les premiers qui ont organisé ça ne sont pas des musulmans. C'est les FARC colombiens. Organisation d'extrême gauche communiste militante qui s'est transformée en organisation d'enlèvement, de séquestration et de trafic de stupéfiants et qui s'y est trouvée tellement bien qu'elle a totalement oublié ce pourquoi elle avait été créée. Donc c'est pas un processus propre à l'islam et c'est pas un processus propre à la France. Les Anglais, les Italiens, les Espagnols et les Américains et les Canadiens ont les mêmes problèmes que nous. Isabelle Rome, qui voulait intervenir et qui n'a pas pris la parole pendant un long moment, et on va clore le chapitre prison pour passer à autre chose. Non, tout simplement, il y a quand même deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. C'est que je pense qu'on ne peut pas tomber dans ce piège de communautarisme et laisser penser que toute la société est organisée sur ce mode. En tout cas, voilà, en tant que républicaine, je veux dire, et bon, dans le livre que j'ai écrit, je pense que je porte de manière forte ces valeurs républicaines. Je pense que la République ne peut pas baisser les bras et ne doit pas justement laisser s'installer quelque forme que ce soit de communautarisme. Donc ça, je pense qu'il faut éviter d'avoir des discours qui justement sans cesse renvoient à ce communautarisme, à cette communautarisation de la société. Comme vous l'avez rappelé, Fadela Amara, je veux dire, dans les prisons, il y a quand même de toutes les catégories sociales, ethniques, religieuses, et donc arrêtons de parler de classe dominante ou de communauté. C'est le prison de la République. Et puis après aussi, je dois quand même un petit peu corriger parce que voilà, je suis magistrate, je vois les prisons et j'ai été juge d'application des peines plusieurs années. Je dénonce moi-même, d'ailleurs, les risques des premières incarcérations, mais s'il vous plaît, tout de même, les prisons françaises ne sont pas les prisons américaines. Et ce que vous avez décrit comme étant des réalités, ce sont des réalités qui sont traduites dans les films. Voilà. Donc, j'ai peur que vous ne regardiez pas suffisamment des documentaires. Vous avez cité des fictions, mais moi, j'ai pas besoin de regarder de documentaires. J'ai le nez dedans et c'est ma vraie vie, moi, d'aller dans les prisons. Vous voyez, donc j'ai même pas besoin de regarder de documentaires. Et les films, voilà, je les regarde pour me divertir. Voilà. Donc voilà, je voulais juste un petit peu corriger cet angle d'approche des prisons et de la République. François Rebsamen, on pourrait peut-être commencer un nouveau chapitre qui serait qu'est-ce qu'on fait ou comment lutter contre tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire?
vous permettez que je... Oui, bien sûr. Sur l'ancien chapitre, pour compléter ce que disait Alain Boer, pourquoi ils choisissent cette religion radicalisée? Parce qu'ils ont besoin d'un cadre. Pourquoi certains choisissent, c'est ça la vraie question finalement, pourquoi certains choisissent et d'autres pas? Tous ceux qui vont en prison, qui sont des délinquants... Ils choisissent ou ils sont embrigadés, puisqu'on parle du rapport à la religion en prison? La nature humaine fait qu'il y a les deux, on s'aide plus facilement ou moins facilement suivant l'environnement, l'éducation, ce qu'on a eu. Et donc ça c'est... Mais ils trouvent dans ce cadre un accueil que la République, moi je voudrais dire des choses comme ça, leur a souvent refusé. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été des jeunes, avant de sombrer dans la délinquance, qui ont été discriminés, rejetés de l'école bien souvent, faible niveau intellectuel, et ils trouvent, ils croient trouver de quoi se valoriser dans la relation à l'autre en sortant après, parce que c'est eux qui vont faire la prêche, c'est eux qui vont raconter, ceux qui ne se transforment pas en petits caïds parce qu'ils y ont fait un séjour. Donc il y a sûrement à s'interroger, et je crois que le constat qu'on fait, c'est que vaudrait mieux éviter pour les courtes peines de les mélanger, de les envoyer en prison, trouver d'autres solutions plutôt que de leur donner cette occasion de rencontrer l'école du vice, du crime et bien souvent de fanatiques religieux. En tout cas, quand on voit le profil de Jérémy Louis Sidney, puisque c'est entre autres lui qui nous réunit ce soir, on se dit qu'il n'y a quand même pas, je dirais, une feuille de papier à cigarette entre le petit caïd et le djihadiste. Bah, il peut y en avoir, mais l'un et l'autre fonctionnent ensemble, mais pas forcément. L'un et l'autre fonctionnent ensemble, mais pas forcément. Heureusement que tous les petits caïds ne deviennent pas des Sidney ou des Merat, heureusement. Mais ce que disait, je crois, ce que disait Manuel Valls, c'est que potentiellement, aujourd'hui, ils peuvent le devenir, notamment s'ils sont dans une situation, par leur fragilité intellectuelle, leur rejet, que sais-je encore, ils peuvent le devenir. Donc il faut qu'on arrive à trouver des réponses. Bien sûr, ça, je suppose que l'émission telle que vous l'avez conduite va le dire en amont quand même, parce que tout commence à l'école. J'entendais parler de professeurs, d'instituteurs. Fort heureusement, on en remet. Parce que si on continue de supprimer les instituteurs, dans les quartiers les plus difficiles, ça va être encore pire demain. Donc il y a un traité... Et dans l'urgence, on fait quoi? Parce que c'est pas avec les instituteurs qu'on va régler les problèmes de type qui balance des grenades dans les épiceries. Non, mais dans l'urgence, la police, la répression, elle doit passer. Oui, vous y arrivez aussi. Oh, ça va. Ah oui, monsieur. Non, mais là, de toute façon, non, mais Monsieur, attends, vous me connaissez pas, vous me permettez vous me de dire des connaissez pas choses non qui sont plus. insensées. Donc voilà. Non, mais là, très clairement, mais il faut avant, il y a la vraiment... prévention. Il termine sa phrase. Avant, il y a quand même tout un travail de prévention, de lutte contre les discriminations, j'y tiens, d'éducation, lutte contre les discriminations, valorisation du rôle de la femme. Tout ça, c'est l'école, elle doit apprendre ces choses-là. La morale laïque à l'école, c'est la solution pour demain. C'est pas, ça résoudra jamais, il y aura toujours, heureusement, pour ceux qui en font étude des criminels, etc. Mais c'est là qu'il faut commencer. Alain Marceau et Aziz Je Sehiri. crois qu'il ne faudrait pas tomber dans la confusion concernant encore l'histoire des banlieues, des types qui étaient au mauvais endroit, etc., etc. Quand on voit cette cellule, les types, ils vivaient à Cannes, ils vivaient à Strasbourg, totalement intégrés dans une vie sociale à eux, calqués effectivement sur les partis d'islam. Et en centre-ville, absolument. On n'est pas du tout dans l'histoire de quartier, les victimes des quartiers avec la politique des quartiers, etc., etc. Ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est en cela qu'il faut s'interroger. C'est pas des types qui viennent du fin fond de Sarcelles, hein, ou d'ailleurs, c'est des gars qui viennent de Cannes, de Strasbourg et d'ailleurs, et qui ont décidé de passer à l'action violente. C'en est finalement beaucoup plus inquiétant, parce qu'effectivement, la solution, vous parliez tout à l'heure de répression, mais le terme avait l'air de vous brusquer les uns et les autres. Alors, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, je crois qu'on n'a qu'une seule chose à laquelle on peut se raccrocher, le professionnalisme de nos services de renseignement, nos services enquêteurs, pour qu'ils nous mettent à l'abri de telles menaces. Et la coopération de la police et de la justice. Mais c'est pas, oui, absolument. Mais c'est pas en mettant des milliards dans les quartiers, dans les banlieues qu'on s'en sort. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Voilà. Non, mais il ne faut pas mélanger toujours. C'est dommage que vous retombiez mal, parce que le début de votre raisonnement est assez juste, mais vraiment la prévention. C'est peut-être ce qui vous sépare politiquement. Je ne sais pas, moi, mais... C'est uniquement une flèche contre l'ancien ministre de M. Sarkozy, c'est tout. Elle a été dit, elle n'a pas réagi. Ah, si, elle n'a pas. Non, ça ne me touche absolument pas. Voilà. Moi, je sais exactement le combat que j'ai mené à l'intérieur pour arriver à changer les choses. Ça ne me gêne pas et ça ne m'étonne pas que ça vienne de votre part, d'ailleurs. Non, mais moi, attendez, je voudrais quand même rajouter un truc. Il y a... Excuse-moi. Non, mais j'avais demandé la parole juste avant. Aziz Sehiri d'abord. C'est la preuve. Non, vas-y. Je vous laisse. La galanterie, ça existe encore. J'ai bien été élevé. Très bien. Alors maintenant, c'est lui qui présente.
il fait le galant sur les plateaux. Alors, prenez donc la parole, puisque Voilà. M. Sayeri vous donne vous la donne, pardonnez-moi. Non, mais ce que je voudrais préciser quand même, parce que c'est vrai qu'il y a différents profils de gamins qui rentrent dans la radicalité. J'aime pas trop quand on parle d'islam, parce qu'en vérité, islam, religion, non, c'est pas ça. On est vraiment dans ce que j'appelle, moi, c'est le dévoiement. Non, on est quand même plutôt dans une sorte de discours politique, de ce que j'ai appelé, moi, il y a quelques années, le fascisme vert, dans lequel s'engouffrent quelques-uns, etc. Quoi, de phénomène sectaire? Oui, c'est plutôt de cet ordre-là. Il y a un conditionnement. Alors c'est certainement lié pour des gamins qui sont en situation de fragilité sociale, économique, voire même psychique pour certains. Mais c'est aussi souvent aussi des jeunes qui sont très structurés, qui ont des diplômes, qui sortent de la classe moyenne. Là, on a plutôt affaire, je dirais, à ce que nous on a appelé à l'époque les militants politiques, donc qui portent un vrai projet politique derrière, qui n'a strictement rien à voir avec notre État de droit, notre démocratie, qui testent tout le temps notre République dans les fondements et dans sa capacité à résister. Et c'est cela en réalité qu'il faut vraiment combattre. Ça passe par évidemment des politiques. Donc M. Rabsamed l'a très bien souligné. C'est effectivement l'éducation qui est très importante. C'est pour répondre tout de suite la répression, mais les politiques de prévention sont aussi importantes. Oui. Moi, je crois qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est très très important. Ça s'appelle la considération et le respect de l'autre. Ces gamins-là, pour certains d'entre eux, s'ils basculent et s'ils se retrouvent dans des situations de radicalité, c'est aussi parce qu'à un moment donné, la République n'a pas su aussi les respecter et les intégrer correctement. Quand je dis intégrer, je ne pense pas aux enfants d'immigrés uniquement. Je pense y compris au petit Benoît qui vit les mêmes souffrances sociales et qui lui a aussi les mêmes problèmes. On le voit bien aujourd'hui dans les profils qui nous ont été présentés dès le début Elle a bon dos, non, la l'émission. République? Pardon? Elle a bon dos, la République? Non, parce que je pense Quand on parle de terroristes. Oui, mais je ne dis pas qu'il faut être ferme. Il faut être très ferme, il faut rappeler. Par exemple, quand on parle des quartiers, il faut ramener les valeurs de la République dans les quartiers. Quand on parle, par exemple, un sujet qui me tient à cœur, la question des femmes est au cœur aussi, justement, des valeurs de la République, la notion de respect, la question de l'égalité, etc. On l'a bien vu d'ailleurs avec Ni pute ni soumise, si on a monté un mouvement comme celui-ci. Aujourd'hui, on a entendu c'est parler aussi de la pour deuxième dénoncer. épouse toute la journée comme si c'était parfaitement normal. Une Le banalisation Jérémy Louis Ciné, totale. croyez-moi, Vous avez je suis pas du tout borné sur ce genre de choses, mais enfin, voilà, et on allait interviewer la maman de l'une. Moi, j'étais- Ça m'a paru, donc vous réagissez à Moi, ça? j'étais totalement choquée de voir que justement, ça passait, la deuxième épouse, personne s'est offusqué, tout le monde a accepté ça, il y avait une banalisation, c'est normal, comme si c'était logique. Moi, j'ai trouvé ça scandaleux parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Est-ce qu'on est en train de baisser les bras? Est-ce qu'on est en train de dire, on va accepter le tout et le n'importe quoi? Il y a quelque chose qui est fondamental. Je crois qu'il faut à un moment donné qu'on se regarde tous et qu'on assume nos responsabilités, y compris dans les paroles que nous devons dire, parce que les mots ont du sens. Je crois qu'il faut aussi qu'on arrête à la fois d'être couard, d'être lâche, de ne pas dire les choses aussi, de pas dire les choses, Oui, il faut les dire. mais d'être en capacité aussi d'éviter des instrumentalisations politiques pour asseoir aussi des discours politiques qui vont à l'encontre de ce que nous devons faire et de ce que doit faire aussi la République. La lutte contre les discriminations doit être une priorité dans notre pays. Quand on parle de considération, par exemple, des jeunes, et en particulier de ces jeunes qui sont en situation de déshérence, la lutte contre les discriminations doit être une vraie politique, mais visible. Vas-y, Sayeri. Moi, j'ai deux choses à dire. Il y a d'abord de remettre au centre du débat les parents de ces jeunes, les pères et les mères. Parce que dans la majorité des cas, on le voit, hein, les pères sont absents, c'est-à-dire qu'ils sont là pour les faire, les gosses. Et puis après, ils disparaissent. Ils laissent les femmes toutes seules et ils disparaissent dans la nature. Et ils vont en faire avec d'autres ailleurs. Donc c'est une vraie question. C'est un débat, ça c'est un travail, c'est du travail social. Ensuite, on a l'idée de ramener les choses, de les recentrer, c'est-à-dire il faut nommer les choses. Moi, j'ai travaillé, un de mes maîtres à penser, c'est Maurice Cusson, qui est un monsieur qui s'est installé au Québec et qui a fait des prisons-écoles. C'est-à-dire que la peine, c'était, et moi je suis un fervent de ça, répressif. C'est-à-dire de dire à un gamin qui ne sait pas lire et écrire, sa peine, ce sera d'apprendre à lire et écrire et d'apprendre un métier. De mettre des sous de côté pendant qu'il apprend son apprentissage, et quand il sort, il a de l'argent et il a un travail. Parce qu'on lui a trouvé un employeur. Et des chefs d'entreprise sont prêts à le faire. Vous savez, il y a une époque, moi j'étais maire adjoint de la ville de Grenoble, pendant 6 ans. Je me suis occupé du quartier de la Villeneuve. Pendant 6 ans, jour et nuit. J'y ai laissé ma santé. Parce que il y avait de la désespérance, comme le dit Fadela. Il y avait de l'ennui. Il y avait le désir de se venger à l'égard d'une société qu'ils ne comprennent pas. En fait, ils ne la comprennent pas, la société dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas solvable et si vous n'avez pas une activité, si vous n'avez pas de l'argent, vous n'existez pas, vous êtes nié en tant qu'individu. Donc les jeunes, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Ils veulent vivre.
ils veulent profiter de la vie, ils veulent consommer comme tout le monde. Le problème, c'est que quand on n'a pas fait les études qu'il fallait, quand on n'a pas la formation qu'il faut, eh bien on devient, il faut appeler les choses par leur nom, on devient un desperado de l'islam. C'est-à-dire qu'on est perdu, même dans la religion, qu'on croit représenter et qu'on croit incarner. Un desperado tout court. Oui, un desperado de là, parce que le problème, moi je vais te dire, Fadela, il faut dire les choses. Tu l'as vécu comme moi, de ce côté-là de la Méditerranée, de l'autre côté, dans ce qu'on peut appeler notre pays d'origine, pendant 10 ans, il y a eu 200 000 morts. Les trabandistes qui étaient des loupards et des mecs qui tenaient les murs, ils sont montés au maquis. Ils sont montés au maquis. Et on sait que ce sont des petits voyous. Et vous croyez que de ce côté-ci de la Méditerranée, ils ne voient pas ce qui se passe là-bas, et inversement, ils ne savent pas. Vous croyez que les gens d'AQMI, ils n'ont pas des amis ici? Vous croyez qu'ils n'en ont pas? Vous croyez qu'ils ne sont pas en relation pour s'occuper de notre matricule, et peut-être du mien? Non mais il faut être, je pense, non mais les raccourcis, c'est pas des raccourcis, c'est que cet événement de ce week-end, auquel a essayé de mettre un terme le ministre de l'Intérieur, c'est un signal d'alerte. Et monsieur Rebsamen, pour que le président de la République reçoive les représentants de la communauté juive, c'est qu'il y avait danger, c'est qu'il y a danger. Bien sûr, mais je donc ne l'ai vous pas dites nié. qu'il ne faut pas que... Moi, vous savez, des hommes politiques ont dit il y a un racisme anti-blanc. Je l'ai dit en 2006 sur ce plateau. Oui, il y a un parlons racisme d'autre chose, anti-blanc. parlons Attendez, d'autre chose. monsieur. Il faut dire... Mais il y a aussi un racisme anti-arabe et un racisme anti-musulman. Mais c'est le racisme, On le ouais, sait. c'est pas le Donc le problème, c'est que la racisme, bêtise point. humaine Sortons a atteint un tel degré qu'il faut garder raison. D'ailleurs, je vous incite à lire le livre de Michel Onfray, que la raison soit populaire. J'ai lu aussi, Pardonnez-moi, vous l'avez est-ce lu qu'on en- très bien. lecture que Michel Non, Onfray. je voudrais vous poser une monsieur. question, Aziz Saïri. C'est votre choix. Est-ce que ça s'apprend la haine du juif aujourd'hui dans Mais nos bien cités sûr, puisqu'elle est véhiculée comme étant un moyen de régler les problèmes. C'est-à-dire comme ils pensent. D'ailleurs, rappelez-vous l'histoire de ce jeune qui a été enlevé, martyrisé, torturé, assassiné, qui a été balancé sur le bord d'un trottoir. Rappelez-vous l'émotion que ça a créé. Et ces gens-là se présentaient comme étant des musulmans pratiquants. Le type, le leader de cette affaire, la police française est allée le chercher à l'étranger. Et quand il a été jugé, la première chose qu'il a fait, c'est appeler les invocations de Dieu et du prophète. On a un souci. Soit on le reconnaît et on dit, ça c'est interdit. Et monsieur, on vous dénie le droit de vous réclamer de l'islam. Et les autorités musulmanes, celles qui sont à venir, comme l'ont dit, devraient l'interdire. C'est-à-dire qu'on devrait dire, comme le font d'autres organisations nôtres. Et oui, le problème c'est qu'on n'a pas de clergé en France. Je voudrais que vous réagissiez à ça. Je m'excuse, je veux Oui, pas être c'est vexant. ça, bien sûr. Je veux pas être vexant, mais Mais vous vous mélangez l'êtes un pas, peu, monsieur. vous mélangez un peu les choses. C'est ça. Il faut essayer de Est-ce que clarifier. vous d'avancer. ressentez sur le terrain, vous êtes sénateur-maire d'une grande ville française, Dijon, cette montée de l'antisémitisme? J'ai des contacts réguliers avec la communauté juive à Dijon. On fait protéger autant qu'il est nécessaire la synagogue. Qu'est-ce qu'ils vous disent? On prend des mesures. Ils me disent leur inquiétude, bien souvent. Vous savez, tous ces événements qui se produisent traduisent profondément dans leur histoire une inquiétude, un rappel Dans de notre faits. histoire. Plus particulièrement, vous me permettrez quand même, dans la leur. Quand on jette une grenade défensive dans une épicerie juive, c'est bien sûr c'est la République qui est bafouée, je suis d'accord, mais ça les touche dans leur chair, dans leur histoire. Et donc, je prends des mesures, nous prenons des mesures pour les protéger. Mais je ne veux pas non plus qu'on dise, ça y est, aujourd'hui, chaque juif qui vit dans ce pays est en danger. Non, il faut aussi ramener un peu de sérénité, de calme. Est-ce que vous trouvez Permettez-moi de le dire. Mais vous savez bien que la racine de tout ça a été, aujourd'hui on a dépassé ça, a été le conflit au Moyen-Orient, qui a alimenté une pseudo-réflexion de certains. Je dis bien une pseudo-réflexion de certains et un pseudo-alibi à des actes antisémites qui peuvent être commis. Donc il faut combattre ça. Mais ceux qui commettent des actes comme Mera, je le redis ici, bien sûr, ils ont en vision la communauté juive, mais ils ont aussi assassiné, il a aussi assassiné un soldat musulman. Finalement, il assassine des Français à qui il porte une haine plus particulière, les uns parce qu'ils sont juifs, les autres parce qu'ils sont musulmans qui ont été en Afghanistan, etc. etc. Alain Marceau, est-ce que vous trouvez que les autorités musulmanes et les imams sont assez clairs dans la dénonciation de l'antisémitisme? Tout d'abord, l'antisémitisme auquel vous faisiez allusion est effectivement, à mon avis, aujourd'hui en croissance très très nette. Il faut quand même savoir comment Mera arrive pour assassiner des enfants avec un revolver sur la tempe ou dans la tête. Je suis député des Français de l'étranger et je voyage dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, voire même d'ailleurs d'Afrique du Nord, et je me rends compte qu'aujourd'hui, le sentiment antisémite est très 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 partagé, y compris d'ailleurs, hélas,
par nos compatriotes binationaux. Et c'est vrai, quand je suis dans certains pays du Moyen-Orient et que l'on voit passer un chasseur F-16 venant d'Israël, c'est immédiatement des jurons, des insultes, etc., etc. Donc il faut savoir que ce conflit du Moyen-Orient est totalement importé aussi chez nous, en France. Et donc, il est mal compris, parce que je pense qu'effectivement, les types auxquels on fait allusion ici, ils n'ont jamais foutu les pieds en Palestine, ni en Syrie, ni ailleurs, mais ils sont dans un fantasme anti-israélien et qui devient antisémite. Et ça, véritablement, nous n'arrivons pas à diminuer ce phénomène, parce excusez-moi, nous sommes en politique depuis pas mal de temps, pour certains d'entre nous, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, et on a l'impression qu'effectivement, le phénomène ne fait que s'aggraver. Alors, en ce qui concerne les imams, excusez-moi, on va faire une comparaison avec les autres religions. Il n'y a pas de chef religieux dans la religion d'islam. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'archevêque, il n'y a pas de cardinaux. Et il y a finalement des hommes sans doute pleins de bonne volonté dans leur mosquée qui sont là pour délivrer une bonne ou une mauvaise parole, mais ce n'est pas un système hiérarchique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un imam qui s'engagerait effectivement pourra comment dirais-je, appeler à la paix intercommunautaire, il le ferait selon sa bonne volonté, son bon désir. Donc on est finalement dans un système totalement désorganisé, dont on ne peut pas exiger qu'il fasse mieux, parce qu'il n'a pas la capacité de faire mieux aujourd'hui. Regardez ce qui arrive à Chelgouni en région parisienne. Cet imam qui prône la paix, la concorde et l'unité. Regardez comme il est décrié, comme il est dépeint. Il est obligé d'avoir deux policiers pour le protéger. Ça, c'est significatif et symbolique. On a un souci. Demandez à M. Boubacar, d'ailleurs. Oui, on en arrive au paroxysme. Est-ce que vous faites un lien, Alain Boer, entre la personnalité qu'on découvre de Jérémy Louis Sidney, le gang des barbares et Mohamed Merah en matière d'antisémitisme? Le problème, c'est que le Sidney, on ne sait pas exactement ni ce qu'il voulait et qu'il ne l'a pas exprimé. Les barbares, on en a eu droit des pages et des pages, des morceaux sur Internet, une expression d'un antisémitisme brutal, violent, barbare, parce qu'il portait bien son nom. Sidney, on ne connaît rien de ce qu'il a voulu dire. Merah, au moins, a laissé un testament assez long, assez détaillé, qui est d'ailleurs beaucoup plus une histoire, une biographie qu'un testament politique. On voit transparaître plus dans le dialogue durant le siège qu'autre chose. Donc je ne peux pas arriver jusqu'à ce rapprochement. Par contre, pour ce qui est de la communautarisation et de l'augmentation des tensions, on ne peut pas nier le fait que le conflit israélo-palestinien a lourdement pesé sur la dégradation des relations. On ne peut pas en faire l'économie, ni dire qu'il n'existe pas et que les valeurs républicaines ont tout emporté. Il y a aussi un problème qui est propre à nous et qu'on n'a pas traité jusqu'à présent. Sous l'apartheid, moi, tous mes amis noirs en France, ils ne faisaient pas des actes terroristes contre les Blancs. C'est inexact. Il y a eu des attentats contre l'ambassade d'Afrique du Sud en France et ils ne sont pas venus d'éléments étrangers. C'est pas vrai. Ils n'ont pas attenté à des Français, puisque la France avait une politique qui était anti-apartheid, donc ça l'a protégé en partie. Quand la France prend d'autres positions... Personne ne nie qu'il continue d'y avoir un grave problème pour le devenir des Palestiniens et pour la coexistence entre l'État d'Israël et l'État palestinien. Tous les jours, parce que chaque fois... Je trouve ça un peu gros de continuer à nous la rebalancer à chaque émission pour expliquer que ça nous fait les apprentis djihadistes. Ça durera tant que ça durera, puisque c'est un argument de vente et de radicalisation. Tant que le conflit israélo-palestinien reste dans une situation d'impasse, où il n'y a aucune avancée dans aucun sens de qui que ce soit. Chaque fois qu'un Premier ministre israélien tente la paix, il se fait assassiner. Chaque fois qu'il y a une tentative chez les Palestiniens... Ou un président égyptien. Ou un président égyptien. Enfin, j'en passe. C'est un problème qui est visiblement là. Non, je voudrais rajouter un élément qui n'a pas été traité, c'est... Fadela a parlé tout à l'heure de la lâcheté, de la couardise, etc. On a un problème qui est notre propre honte de notre passé colonial par rapport aux populations que nous avons importé pour beaucoup, pas toujours d'ailleurs volontairement. Il y en a certains qui ont été un peu poussés à venir sur notre territoire, etc. Et avec qui nous avons un tel sentiment de gêne et de difficulté qu'on a le sentiment qu'en ne prenant pas position sur un certain nombre de sujets, notamment liés à un certain nombre de dérives, on allait se racheter. Et je crois que le problème, il n'est pas dans la répression. Il est dans la gestion d'un cadre qui veut qu'on n'est pas dans une laïcité à adjectif. Il y a des tas de gens qui ont inventé la laïcité plurielle, positive, négative, machin. La laïcité, elle est toute seule.
Elle n'a pas besoin de tous ces adjectifs et elle a besoin de fixer un cadre commun qui est notre volonté de vivre ensemble avec des valeurs communes. Une fois que ceci est clairement affirmé, alors certains appelaient ça l'intégration, c'était mal vu, d'autres ont appelé ça sous d'autres... Je ne suis pas partisan de la dénomination obligatoire. Par contre, les valeurs... la loi de 1905 ? Les valeurs... Ben non, au contraire, ça marche très bien, la loi de 1905. Justement, c'est celle qui a permis... Elle marche encore ? Très bien. Tu es sûr qu'elle marche encore ? Oui, c'est quand on ne l'applique pas qu'elle marche Oui, pas. il vous dit qu'il faut l'appliquer. Mais oui. Voilà. Et malheureusement, tous ceux qui ont dévoyé la loi de 1905, cher Alain, et je me tourne vers toi parce que c'est plutôt ici que ça se passe que là-bas, aujourd'hui s'en repenteront. Et s'en repentent. Parce qu'aujourd'hui, les plus laïcs sont ceux qui étaient les plus anti-laïcs. Est-ce qu'elle est suffisante ? Parce qu'ils viennent de se rappeler ce que c'était que la laïcité et pourquoi ça avait permis de créer la République. Elle est C'est un suffisante. reproche à la droite. Bien sûr. Oui, ça, C'est la droite qui a dévoyé la laïcité. C'est elle qui l'a clairement volonté. À part le général de Gaulle, à qui je rends hommage, parce que lui, il a rétabli ce que le gouvernement Pétain avait supprimé, mais ensuite, tous les textes qui ont dévoyé la laïcité ne sont pas venus de gouvernement de gauche. Certains responsables de la gauche ont inventé la laïcité plurielle, etc., mais ils n'en ont pas fait une loi. Deux questions liées à vos compétences professionnelles les uns et les autres. D'abord, Alain Marceau. Il semblerait que certains membres du groupe dont nous parlons ce soir, non encore interpellés, combattent actuellement en Syrie, ou en tout cas aient un point de contact avec la Syrie. Alors, et parmi les rebelles. Bon, ça fait partie, à mon avis, quand même un tout petit peu du fantasme, ça aussi. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Mais vous pensez, comme Nicolas Sarkozy, qu'il faut intervenir en Syrie aux côtés de ces mêmes rebelles? Ah, sûrement pas. Ah, certainement pas. Très bien. De quels rebelles? Des rebelles syriens, c'est-à-dire ceux qui luttent, oui, absolument. Ah, écoutez-moi bien. Ceux qui luttent pour leur liberté. Le système Assad, pour la France, c'est quelques centaines de morts. Ça commence avec l'ambassadeur de la Mare et ça se termine avec le DC-10. Monsieur Assad a été le plus grand assassin en termes de terrorisme d'État. Son fils, à mon avis, ne vaut guère mieux. Mais vous nous voyez intervenir avec quoi? Avec nos Rafales, avec nos Mirages, avec l'infanterie de marine? Excusez-moi, c'est pas la Libye. Donc nous n'avons absolument pas, nous Français, notre armée, la capacité d'intervenir en Syrie. Moi, vous savez, le discours de M. Hollande, il est exactement le même que celui de M. Sarkozy. Donc on va dire de ce côté-là, tant mieux. Mais regardez bien le terrain. Nous n'avons pas la capacité. Nicolas Sarkozy a dit qu'il fallait intervenir en Syrie, ce qui fait quand même une différence. Oh, M. Hollande et M. Fabius disent à peu près la même chose. Je me suis entretenu avec M. Fabius de ce sujet. On est en train d'essayer effectivement de réfléchir à une solution. Elle ne passera certainement pas par une opération. Je n'ai pas entendu de force. notre ministre des Affaires étrangères appeler à une intervention militaire, moi, pour l'instant. Comment, pardon? Je n'ai pas entendu notre ministre des Affaires étrangères appeler à une intervention militaire. Il parle d'une présence là-bas, à mon avis, on ne va pas y aller avec des fleurs. Enfin, dans tous les cas, on ne sera pas attendu avec des fleurs. Bon, nous sommes dans un conflit entre communautés, là aussi, entre sunnites et ceux qui ne le sont pas, et ceux qui ne le sont pas. Et nous avons des chrétiens, des alaouites, des druzes qui veulent conserver Assad. Chacun ses goûts. En tous les cas, je pense que nous n'avons pas la place dans ce conflit. Alors, ça peut effectivement attirer certains desperados qui veulent aller traiter la Kalachnikov là-bas. Pourquoi pas, comme ils l'ont fait effectivement en Afghanistan. Mais à mon avis, c'est un fantasme. Le rapport entre Cannes et la filière syrienne, quand je lisais les Non, détails... c'est le problème particulier, c'est que quand un service de renseignement fait bien son métier, et les services de renseignement français, comme le disait Alain Marceau tout à l'heure, font très bien leur métier en termes de collecte, en termes d'analyse. On a vu avec l'affaire Merak, c'était pas formidable. Eh bien, tu es trop sévère. Tu es trop sévère. Là, ils ont bien fait d'anticiper. Ça s'est beaucoup amélioré. Voilà, ils ont bien fait d'anticiper. Non, mais c'est un problème culturel, c'est pas un problème de compétence ou d'expérience. C'est quand tu as un truc que tu ne comprends pas et qui est un hybride et qui correspond à rien de ce à quoi on t'a expliqué que c'était, eh ben, tu as du mal à t'adapter. Mais non, dans l'affaire Merak, on part sur la piste de l'extrême droite au départ. Et tout le monde est en train de On va pas refaire l'affaire Merak, excusez-moi. Bref, donc, dans les écoutes et dans les interceptions, puisque cette affaire a duré quelques jours avant qu'il y ait la décision de procéder à l'interpellation, les écoutes et les interceptions ont amené naturellement toute une série de contacts dans tous les sens, parmi lesquels des contacts à l'étranger. Et donc chacun doit vérifier si le contact à l'étranger, c'est la cousine Sidonie qui est en vacances à Alep, imaginons, ou si c'est autre chose, et donc ça nécessite du temps. Mais on ne peut pas nier qu'il y ait aujourd'hui, dans les contacts téléphoniques et Internet, des éléments qui ont largement dépassé les frontières. Après, il faut toujours vérifier, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter, je suis d'accord avec Alain là-dessus. Juste une question. Mais il ne faut pas oublier pour les enquêteurs Internet, ça facilite les choses ou ça les complique? Je n'arrive pas à comprendre. Ça accélère et ça boostérise le passage à la radicalisation sans l'obligation d'aller à l'étranger. Et donc c'est un accélérateur formidable et ce qui permettait de donner 6 mois aux enquêteurs il y a quelques années donne aujourd'hui 6 semaines. C'est-à-dire qu'on a un phénomène absolument invraisemblable d'accélération et ça c'est extrêmement perturbant parce que le temps se raréfie, se réduit pour les enquêteurs. En contrepartie, la multiplication des liens, des connexions, des vrais et des faux sites et des emails permet de retrouver tous les éléments d'autres réseaux
ce qui explique parfois pourquoi on va assez loin au niveau des pays étrangers. Et nous allons modifier la loi d'ailleurs dans quelques jours. D'abord chez vous au Sénat et ensuite à l'Assemblée nationale. Proroger pour permettre Et l'améliorer. Deux questions. Il y a un certain nombre d'analystes ou de spécialistes qui se demandent si on n'est pas intervenu trop tôt auprès de ce réseau qu'on qualifie cellule, etc. Du style, on aurait peut-être pu attendre un peu pour remonter et pêcher plus gros. C'est quelque chose qu'on entend d'ailleurs très souvent sur ce type d'enquête. Est-ce que vous pensez qu'il était temps d'intervenir ? Moi, je pense que et qu'on ne peut pas s'offrir ce jeu. On verra l'enquête, ce qu'elle donne. Mais moi, je voudrais la féliciter sur l'anticipation, cette fois-ci. L'anticipation et, j'allais dire, la judiciarisation. Je crois que c'est les deux axes sur lesquels on peut se féliciter aujourd'hui. Anticipation parce qu'il y avait des éléments concordants, et ça a été fort bien dit, la manière déterminée dont il a résisté avec son magnum, qu'il a tiré sur la police, prouve qu'on avait affaire à des gens déterminés. En plus, l'enquête a dû prouver, bien évidemment, on n'a pas accès à tout cela, a dû prouver qu'il y avait possibilité de passage à l'acte. Et donc, il fallait agir avant, pour éviter justement l'affaire Mera. Anticipation, bravo. Et puis, moi, je voudrais insister, en conclusion, quelques instants, pour que ça marche bien dans notre pays, il faut que la police et la justice marchent la main dans la main. C'est le procureur qui est venu dire les faits. C'est pas le ministre de l'Intérieur qui est venu commenter cette opération devant la télévision. Il n'y a pas eu en la matière, j'allais dire, une espèce de mise en scène de cela. Il y a des faits, ils ont été présentés par le procureur. Je crois que les faits qui étaient connus de la police ont été transmis à la justice. On ne peut pas dire, et moi je vous dis franchement, je trouve ça normal, mais on ne peut pas dire vraiment que Manuel Valls a été très absent des télévisions et des radios ces derniers jours. Non, mais qu'il soit, il était invité. Oui, oui, bien sûr. Qui répond aux invitations, Voilà. C'est fort bien. Mais on l'a pas vu se substituer, excusez-moi, se substituer au procureur. Voilà. Et donc moi je crois que la coopération entre les deux, elle doit être parfaite. Et puis aussi l'anticipation. Là, en l'occurrence, il fallait anticiper, je crois. Excusez-moi, la réponse. Et dans l'affaire Mera, on dit qu'ils sont intervenus trop tard. Et là, vous dites qu'ils sont intervenus trop tôt. Vous savez, c'est pas une science exacte, l'intervention matin de Vous avez tout à fait raison de le faire remarquer, mais voilà, ça fait partie des questions que légitimement on se pose, mais c'est facile de faire de la police à la télévision, surtout quand on est présentateur. Je suis bien d'accord avec vous. Isabelle Rome, vous vouliez intervenir? Oui, juste quelques mots, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels je crois qu'on peut être d'accord, sur l'importance du renseignement et aussi de la répression qui doit être sévère, je veux dire, quand on est face à des actes terroristes. Je crois que là-dessus, on n'a pas à discuter. Ils vous disent que ce sont des hybrides, c'est plus compliqué aujourd'hui, et que d'une certaine façon, on n'a pas encore les logiciels pour comprendre ces garçons on voudrait qu'ils soient absolument rejetés par la société. Ils sont à Cannes, on voudrait qu'ils soient tous quasiment analphabètes, ils ont fait des études, ils sont bons en informatique, voilà. C'est plus compliqué qu'on veut bien le dire. Justement, comme c'est compliqué, parce que pour moi, je veux dire, les hybrides, ça veut rien dire. Moi, j'ai en face de moi des gens, je veux dire, et chacun dans son unicité lorsque je suis juge. Donc les qualificatifs, je veux dire, je ne les conteste pas, mais je veux dire, ils sont valables dans la bouche des sociologues, etc. Moi, ce que je vois, c'est un profil devant moi, une personne, et j'essaye d'éviter justement de les mettre de mettre les individus dans des catégories. Ce que je voudrais dire, c'est que, et je reprends un petit peu ce que vous disiez, Fadela Amara, c'est que, et aussi vous, Alain Boer, sur la notion du vivre ensemble et aussi de la nécessité que nous avons tous, et aussi sur la coopération pour les justices, que nous avons tous à nous mobiliser, mais j'allais dire, alors peut-être plus largement même en tant qu'adultes, parce que ces enfants, quelque part, sont quand même nos enfants, enfin, sont les enfants de la République aujourd'hui. Et il est important que nous nous mobilisions, alors en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que professionnels, et c'est pourquoi je pense que toutes les actions qui peuvent impliquer de concert, police, justice, enseignants, éducateurs, j'en oublie certainement, mais je pense que ça, il faut vraiment... Le curé. Voilà, oui, alors... non, parce que justement, là, je suis... On part pas. Merci de la faire redémarrer en fin d'émission. Parce que là, justement... justement, parce que là, je ne parle pas de ça, parce que je parle de prévention.
nous ne sommes pas du tout dans le même cadre. Mais je pense que la République ne peut pas baisser les bras. Et voilà, moi, si j'ai décidé d'être magistrate, c'est parce que j'ai découvert un jour Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, et que je pense encore que la loi et la République peut nous permettre de mieux vivre ensemble. Et ça, moi, j'ai pas envie de baisser les bras. Et voilà, je pense que nous pouvons être un certain nombre à ne pas avoir envie de baisser les bras. Et ça veut dire aussi aller accepter d'aller sur le terrain, de faire des rencontres et de ne pas céder à la dramatisation non plus et ne pas non plus regarder la société sous l'angle de communauté et éviter de faire des clivages. Je pense qu'il faut vraiment, pour moi, le mot le plus important, c'est le rassemblement et la mobilisation. Mais c'est le terroriste qui clive? Écoute, la terreur, moi j'emploierais le terme de terreur, c'est finalement c'est l'échec du lien social ou de la cohésion sociale. Quand on atteint la terreur, c'est qu'on a un manque de cohésion sociale. Puisque vous aimez Rousseau, le terroriste est bon et c'est la société qui l'a perverti. Ça revient à ça, puisque vous aimez Rousseau, je cite. Aziz Saïri, en début d'émission, vous ne le citez pas. En début d'émission, vous nous avez dit votre profond pessimisme sur la situation actuelle. Moi, je suis pessimiste parce qu'on a laissé tellement les choses dériver qu'on arrive à une situation paroxysmique, donc qui nous révèle notre incapacité à traiter depuis longtemps ce type de questions. Il faut se dire les choses comme elles sont. Il y a des choses qu'on a loupées, y compris moi, pour lesquelles on n'a pas été efficace. On a prévu des choses, on a organisé des choses. Finalement, il se révèle qu'il y a des échecs, et des échecs patents. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que des gens issus de notre société, de la communauté nationale, madame, il ne faut pas que vous pensiez que je fais du communautarisme, ce qui sera un comble pour moi, un enfant de la République et de la laïcité, avec une mère corse, vous imaginez ce que ça représente, la République pour moi, enfin bon. Donc ça veut dire des choses et ça a un sens. Donc devant de la République, c'est un travail permanent, quotidien, minute par minute, et c'est un combat permanent parce que vous avez en face de vous des gens qui vous disent « ton système, il ne marche pas, regarde ». Il génère de l'injustice, il génère de l'inégalité, il génère de la misère, il génère des choses abominables. Madame, comment vous ne voulez pas être inquiet quand 2 mères de famille perdent leurs 2 fils dans un règlement de compte entre bandes? Il y a de quoi être épouvanté, madame. Mais il y a de quoi être épouvanté. Quand vous avez un groupe de jeunes qui veut assassiner des gens parce qu'ils sont un tel ou un tel, entre parenthèses, il faut dire que pour connaître un peu là où ils ont attaqué l'épicerie cachère, il y a aussi des musulmans, comme on dit vulgairement dans notre jargon, des Arabes qui vont acheter, qui font leurs courses. Je vous signale que pendant le conflit israélo-palestinien, moi j'ai eu l'honneur de rencontrer dans ma vie 2 fois Arafat, à Tunis et à Paris, pour faire la paix avec Israël et les Juifs. Et je pense que si les musulmans ne comprennent pas ça, aujourd'hui c'est les Juifs, demain ce sera eux. Donc moi je dis, pour être clair, parce que je n'ai pas d'ambiguïté sur cette question, le conflit israélo-palestinien, parce qu'ils pensent que c'est quelque chose pour lequel il faut combattre les armes à la main, ils se trompent. La seule chose à faire, c'est la paix et tendre la main et trouver un compromis historique. Donc c'est la seule chose qu'il y a à faire. Et les jeunes qui ont envie de se battre alors que les Palestiniens n'ont pas demandé aux jeunes Français de confession musulmane de se battre pour la Palestine. Moi, quand j'ai rencontré Arafat à Tunis, il ne m'a pas dit « tue des Juifs parce que c'est mes ennemis ». Il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit « il faut faire la paix avec eux ». Donc vous voyez maintenant dans quel paradoxe on est. Et il y a des gens, des intellos et des décideurs je ne peux pas vous laisser partir. Croire exactement on va nous couper la clé. Comme il vous a cédé la parole tout à l'heure, je ne peux pas vous la redonner. Excusez-moi, j'ai pris trop long. Ah oui. Merci. Je suis vraiment désolé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler. Je voudrais juste dire une chose importante. Une phrase. On a parlé d'une minorité. Je voudrais qu'on pense à la majorité des gens des quartiers qui sont totalement insérés, qui sont chefs d'entreprise aussi et qui sont totalement... Ils réussissent, bien sûr. Qui épousent totalement... Et qui, à mon avis, sont les premières victimes de ce terrorisme qu'on analyse ce soir. Et la deuxième chose, je voudrais aussi qu'on arrête d'interpeller les uns et les autres, comme le disait Madame le juge, soit sur le fait qu'ils soient d'origine musulmane ou juifs ou catholiques, ou soit d'origine arabe, etc. Nous sommes des citoyens de ce pays-là. Le problème que nous vivons actuellement, qui est un grave problème, c'est un problème de la France, de la République, et nous sommes tous responsables pour éradiquer ce type de phénomène. Et nous avons les moyens d'éradiquer.
Je vous rappelle que les 12 interpellés sont toujours en garde à vue ce soir et que la police donc recherche d'autres suspects. Un seul livre pour l'émission ce soir, mais il vient de sortir, celui d'Isabelle Rome, préfacé par Maurice Cyrulnik, paru aux éditions du Moment. Vous êtes naïve, Madame le juge, prison, délinquance, récidive, ces mots qui font peur, c'est le sous-titre. Merci à tous de votre présence. Avant de nous séparer, un dernier merci à Bojid Benkemoun qui a préparé notre débat, Tristan Carnet qui vient de le réaliser avec ses équipes. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau mot croisé. Bonne fin de soirée avec le dernier journal. Merci de votre fidélité.